Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal en cette soirée du mercredi 16 août 2023. Dans les actualités de ce jour, comme il l'avait annoncé lors de son séjour à Ansran dernièrement, le président de la République, Andry Rajoelina, accompagné de son épouse, la première dame, Mel Rajoelina, ainsi que de leurs 3 enfants, se sont envolés pour Rome pour une rencontre avec le pape François au Vatican. Il s'agira d'une visite privée au Saint-Siège. Le souverain pontife recevra le président malagasy en audience privée demain. Ce voyage est aussi une occasion pour le président Andry Rajoelina de porter en prière la nation malagasy et de se ressourcer spirituellement. Diplomatiquement, il sera aussi l'occasion d'aborder les questions du renforcement des relations entre Madagascar et le Saint-Siège. Le président de la République, Andry Rajoelina, rencontrera en outre le sous-secrétaire pour les rapports avec les États au sein de l'État du Vatican, Monseigneur Mirosław Wałęski. Il s'agira de la 3e rencontre avec le président Andry Rajoelina et le pape François. La première date d'avril 2013, un mois après l'élection du souverain pontife, tandis que la seconde entrevue a eu lieu lors de la visite du pape à Madagascar en septembre 2019. Revenons justement au séjour du président de la République à Ansran, à la ville de Manongalas. Ansran a bénéficié d'un CSB2 que le président de la République a inauguré durant sa tournée à Ansran en fin de semaine. Ce CSB2 a été doté de matériel et bénéficie des services d'agents de santé déjà opérationnels. Reportage de Radra Mananzatouv et Andou Razanjaide. Manongalas est une ville ancienne dans la province d'Ansran. Néanmoins, l'État actuel ne l'a pas oublié et y a construit des infrastructures suivant les normes, notamment un CSB2. La population a montré sa reconnaissance pour cette infrastructure et a attendu patiemment l'inauguration effectuée par le président de la République samedi dernier, malgré la nuit qui commençait à tomber. Selon le ministre de la Santé publique, le président Andry Rajoelina apporte un trésor à la population de Manongalas en construisant ce CSB2 car pour eux, la santé est une des premières richesses. Ce CSB2 nouvellement construit a été doté de matériel et des agents de santé sont déjà prêts à y travailler. En outre, un fonds d'urgence a été mis en place pour prendre en charge gratuitement les malades qui y seront soignés. Outre Manongalas, bon nombre de districts ont déjà bénéficié de CSB2 durant ce régime. Toujours dans cette page politique, parlons de la liste électorale 22 sur les 49 rectifications demandées par les auditeurs nationaux durant la refonte totale de la liste électorale ont été déjà effectuées par la CENI selon les experts qui ont contrôlé la liste électorale. Le reste est encore en cours de réalisation. Ces experts se disent être satisfaits du travail de la CENI dans la refonte du registre des électeurs actuellement. Plus de 200 000 CIN ont eu des doublons qui ont été classés comme anomalie. Reportage de CNU Ranirland. L'audit de la liste électorale effectué par les experts a été divisé en 2 étapes qui concernent notamment le fichier électoral et la façon de travailler de la CENI. La première a été faite durant la refonte totale de la liste électorale et la deuxième concerne l'élaboration du registre des électeurs. Les anomalies observées concernent les numéros de CIN et tout ce qui est relatif à cela. Les améliorations demandées par les auditeurs nationaux depuis la refonte totale de la liste électorale sont au nombre de 6. Il s'agit des anomalies et des craintes, la façon de travailler au niveau des démembrements, la protection de la liste électorale, les matériels utilisés, les signatures et élaboration des résolutions, ainsi que les rôles du ministère de l'Intérieur et de l'INSTAT. Dans les actualités sociales de ce soir, le secrétariat d'État en charge des nouvelles villes et de l'habitat entre dans la phase de finition de tous les travaux de construction des logements sociaux dans toute la grande île. Actuellement, si le tirage au sort des logements sociaux d'Imirtiatousk, d'Antirabé et de Maazang ont été déjà effectués, celui de Mournda, Vatouamas, Nanusbe, Antran et des immeubles Mour d'Iva, tous se feront très prochainement selon les explications. Reportage. L'objectif mis en place par l'État actuel est de faire bénéficier au peuple malagasy des logements sociaux, mais aussi de terrains accessibles à leur budget. Diverses offres ont déjà été présentées dans toute la grande île afin que les Malagasy puissent choisir selon leurs moyens. Tous les Malagasy, sans exception, peuvent bénéficier de logements s'ils ont un moyen de revenu stable, qui soit issu du secteur privé, fonctionnaires, travailleurs autonomes ou entrepreneurs, selon les explications. Diverses étapes ont été mises en place pour la demande de ces logements dont l'acquisition se fait par système de vente-location.
Ces étapes passent tout d'abord par la préparation de divers documents. Ensuite, le SENVH procède au triage des personnes qui répondent aux critères avant de passer au tirage au sort, selon les explications de la secrétaire générale du SENVH. Après le tirage au sort, se fera ensuite la distribution des clés suivant les procédures de paiement, soit par banque, si le propriétaire souhaite payer par une durée de 10 à 15 ans. Si le paiement se fait en 3 ans, le paiement se fait par espèce au niveau des organismes rattachés, notamment la CIMAT ou l'analogue, selon toujours les explications. Par ailleurs, pour atteindre l'objectif de 40 000 logements en 4 ans, l'État travaille étroitement avec le secteur privé. Et triste nouvelle pour le monde de l'entrepreneuriat Malagasy, le président directeur général de la société Malagasy Savonnerie Tropicale, André Ramarsan, père de la défunte Nadine Ramarsan, ministre de la Population du temps de la transition, a rendu son dernier souffle hier. Sa société est renommée dans le pays et en Afrique depuis sa création en 1967. André Ramarsan est aussi le président fondateur du groupement des entrepreneurs Malagasy ou FIFPAMA. Selon le programme établi par la famille, André Ramarsan sera inhumé demain, jeudi 17 août, dans son caveau familial à Mbouimangakil, après un culte au FJKM, Rassalam Martyr à Mbouiputsi. Poursuivant ce journal toujours dans la page sociale, le taux d'inscription et de réinscription au niveau des établissements scolaires avoisine les 60 à 80%, que ce soit au niveau des privés que ceux publics. À 15 jours de la rentrée scolaire, les parents d'élèves ont jusqu'au début du mois de septembre pour inscrire leurs enfants, selon les explications obtenues par Findessène Mireille et Yves Janel dans ce reportage. Bon nombre des parents viennent auprès des établissements scolaires actuellement pour l'inscription de leurs enfants. Comme cette mère de famille qui a 2 enfants, elle a particulièrement dédié cette journée pour la réinscription de ses enfants. Ici au CEG IVAT, l'inscription débutera le 21 août prochain et se terminera le 1er septembre. Comme dans toutes les écoles publiques, l'inscription est gratuite, mais une cotisation annuelle doit être payée par les parents d'élèves. Pour les écoles privées où nous avons effectué notre reportage, le taux d'inscription est de 60% environ actuellement. La plupart du temps, les parents attendent le dernier délai pour inscrire leurs enfants selon les explications. L'on constate également que les parents commencent à acheter petit à petit les fournitures scolaires. Puisque ce reportage a évoqué le CEG d'IVAT, restant dans ce lieu, les élèves en secondaire de la commune d'IVAT bénéficieront de nouvelles infrastructures. Le CEG a été réhabilité. Il ne reste plus que la peinture, explique le maire. Construit il y a plus de 40 ans, le CEG n'a jamais connu de rénovation et celle qui a été réalisée est le fruit de la collaboration entre la commune, le gouvernement et la région Analamang. Reportage de Roussistel Rakout-Malal et Yves Janel. Voilà à quoi ressemblait le CEG IVAT il y a un mois. Les élèves y suivaient des cours sous la menace de divers dangers à cause de sa vétusté, raison pour laquelle les responsables ont été contraints de les suspendre en période de pluie, explique le directeur du CEG. La commune et la région d'Analamang ont ainsi rénové l'infrastructure et les travaux sont en cours d'achèvement. Il ne reste plus que la peinture, explique le maire de cette municipalité, Penziranjanarsu. L'école de 15 salles pourrait accueillir jusqu'à 975 élèves pour l'année scolaire 2023-2024. Mis à part la reconstruction du CEG, la réparation des points noirs est également achevée à IVAT, toujours grâce à une collaboration de la commune avec la région d'Analamang. Dans les actualités internationales de ce soir, en Haïti, des milliers d'habitants ont fui mardi un quartier de Port-au-Prince pris d'assaut par les membres d'un gang, rapporte un journaliste de l'AFP. Reportage de France 24. À pied, à moto ou entassés dans des voitures, ces habitants de Port-au-Prince abandonnent leur maison. Ils sont à la recherche d'un lieu sûr dans la capitale haïtienne. Une ville presque entièrement contrôlée par les gangs et où les crimes violents sont fréquents. C'est l'État haïtien qui m'a chassé de chez moi. Et c'est l'État haïtien qui a tué tous les gens que vous voyez. Parce que c'est l'État qui a la soi-disant légitimité de la violence. L'État peut être témoin de l'expansion du gang de Grand Ravine et ne jamais rien faire à ce sujet. Ce quartier de Carrefourfeuille, comme beaucoup d'autres à Haïti, subit régulièrement les assauts de ce gang. Plus de 3000 personnes l'ont déjà quitté selon un bilan provisoire des autorités.
Grand Ravine est dirigé par Reynel Destina, également connu sous le nom de Tilapli, recherché par le FBI. Régulièrement, les Haïtiens manifestent contre l'insécurité dans les rues de la capitale et crient leur colère. Nous ne pouvons plus vivre ainsi. Si la situation empire, c'est nous qui serons les victimes. Nous n'avons personne. Nous nous battons seuls. Depuis l'année dernière, les violences ont augmenté de 30%. 1600 personnes ont été tuées, blessées ou enlevées de janvier à mars de cette année. Le gouvernement haïtien demande le déploiement d'une mission internationale d'urgence pour réprimer ces gangs. Le Kenya a proposé son aide avec la mise en place d'une police multinationale. Le secrétaire général de l'ONU souhaite plus de soutien international pour cette mission, mais aucun calendrier n'a encore été établi pour ce déploiement. Toujours dans cette page internationale, malgré les nombreuses promesses des talibans de retour au pouvoir depuis 2 ans, l'Afghanistan reste plongé dans une crise humanitaire. Une situation qui, selon Karim Baghdad, spécialiste de ce pays d'Asie, semble provoquer une crise existentielle au sein du mouvement, scandé entre ceux qui attendent de maintenir une ligne ferme et les partisans d'un compromis avec l'étranger. France 24. Que lorsqu'ils ont pris le pouvoir, des milliards de dollars d'aides internationales ont été immédiatement coupés et les sanctions de la communauté internationale sont tombées comme des couperets. La production économique s'est effondrée et c'est une économie qui a, il faut le rappeler, souffert de près de 4 décennies de conflits avant la prise du pouvoir par les talibans. Près de 85% du pays vivrait dans la pauvreté. C'est ce que dit le dernier rapport du programme des Nations Unies pour le développement. L'Afghanistan est encore à ce jour l'une des pires crises humanitaires au monde. Et c'est aussi un pays qui est éprouvé durement par les conséquences du changement climatique, un pays qui connaît des épisodes répétés de sécheresse ou encore d'invasions de criquets qui détruisent les cultures. L'Afghanistan traverse d'ailleurs en ce moment la pire crise de sécheresse de ces 30 dernières années. Alors il y a des aspects positifs qui sont à souligner quand même, comme la sécurité qui s'est améliorée, mais de fait, on peut le dire, puisque les talibans qui constituaient le groupe insurrectionnel qui combattait l'ancien pouvoir en place est aujourd'hui au pouvoir. Il y a aussi la politique de taxation aux frontières qui fonctionne bien et qui engendre des revenus pour l'État. La lutte contre la culture du pavot qui permet la production d'opium aussi, puisque selon certaines estimations, les surfaces cultivées sur la période 2022-2023 ont diminué de 80% depuis la prise du pouvoir par les talibans. Donc ce sont des aspects positifs, mais cela durera combien de temps ? C'est la question que l'on se pose puisque la population n'a pas vraiment d'alternative. Le chômage a explosé en 2 ans. Les Afghans survivent et surtout grâce à l'aide humanitaire internationale. Et puis, il faut le rappeler sur le plan diplomatique, à ce jour, aucun pays n'a reconnu l'Émirat islamique d'Afghanistan. L'Angleterre, championne d'Europe en titre, sera opposée à l'Espagne en finale du mondial féminin dimanche. Après sa victoire sur un score de 3-1 contre l'Australie, pays co-organisateur aujourd'hui en demi-finale à Sydney. France 24. Énorme désillusion pour les Matildas et à vrai dire pour tout un pays qui ce soir y croyait dur comme fer, mais malheureusement les Anglaises ont tout simplement été plus fortes, plus rapides, plus puissantes et donc assez logiquement ce sont elles qui ont ouvert le score vers la fin de la première mi-temps à la 37e. C'est Ella Toone qui marque une première frappe depuis l'intérieur de la surface de réparation qui part en lucarne. On a cru au cours de la deuxième mi-temps à la 63e minute précisément que l'Australie allait sonner la révolte puisque leur capitaine Sam Kerr a marqué un but sublime depuis l'extérieur de la surface de réparation qui est rentré dans le but anglais juste sous la barre transversale. Malheureusement, cette égalisation n'a pas duré. Les Anglaises ont repris l'avantage à peine 7 minutes plus tard et puis finalement mis un dernier clou dans le cercueil australien à la 85e avec un 3e but. Donc l'Angleterre, pour la première fois de son histoire, va jouer une finale de Coupe du Monde. Ce sera contre l'Espagne qui, elle aussi, joue pour la première fois une finale de Coupe du Monde. Ce sera donc dimanche. 2 styles de jeu assez différents. Quant à l'Australie, eh bien, elle pourra essayer de se consoler en essayant de décrocher une 3e place lors de la petite finale qui se jouera, elle, samedi. Et pour cela, eh bien, il faudra battre la Suède. Sur ce, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de votre fidélité et de votre attention. Très bon suite de programme et très bonne soirée à tous sur Viva. Au revoir.